On est convaincu que les citoyens ont le pouvoir de changer le monde qui les entoure par leur choix de consommation. Et notre objectif, c'est de les aider. Et pour les aider, leur apporter à la fois l'offre, leur faire découvrir les produits qui existent et leur apporter un maximum de transparence pour qu'ils aient les moyens de faire la distinction entre ce qui est vraiment responsable et ce qui l'est pas. Bonjour, and welcome to Mission First, the podcast to get inspired and to learn from successful entrepreneurs who are building a sustainable future for our planet and its people. I am Gilles Toussaint, your host and the founder of GT Impact, a growth and digital marketing agency working only with companies making a positive difference in this world. For all of you English speakers who are following this podcast, thank you and don't worry. This is not becoming a podcast in French. This podcast is a masterclass, and there are some awesome entrepreneurs who have a tremendous sustainable impact on this world, but would be more comfortable to speak about this masterclass and about all these details in French. So, as I speak French too, as you may have noticed, I took the decision that once in a while I will give them the opportunity to share their experience in that language. I hope this is okay for you. So, if you don't understand French, I'm looking forward to talking to you in the next 4 episodes, which will all be in English. Aujourd'hui, j'accueille Claire Chouraki, cofondatrice de Dream Act, une plateforme de e-commerce responsable qui vend plus de 12 000 produits éco-conçus et engagés. Claire rêve d'une société où l'éco-responsabilité est la norme et non l'exception. Alors, en 2015, moins de 2 ans après avoir terminé ses études, elle crée Dream Act. Comme tout entrepreneur, Claire et sa cofondatrice ont galéré, notamment pour trouver le bon business model. Mais depuis 2 ans, le succès est au rendez-vous et la croissance prend bien. Maintenant, Dream Act, c'est 19 employés et plus de 800 marques sur leur plateforme, avec un modèle mixte et 2 sites web, un pour vendre aux particuliers en B2C et un pour vendre aux entreprises en B2B. Claire nous a fait le plaisir de préparer une liste de conseils à propos de comment développer une plateforme de vente de produits éco-responsables et comment sensibiliser ses consommateurs. Donc, si vous êtes dans l'e-commerce éco-responsable, accrochez-vous car cela risque d'être un épisode passionnant pour vous comme pour moi. One small comment before we dig into this episode. This podcast is like a masterclass, with long episodes where we talk in detail about the challenges and learnings of every guest. But if your time is limited and you still want to get advice about growing your business and having a greater positive impact on this planet, I've just created a best-of series with a special format. 10 audio episodes between 3 to 10 minutes, shorter than a coffee break. They are only hands-on advice shared by the guests of this podcast. You can receive these best-of episodes by signing up for my newsletter, in which I also send a text summary of the do's and don'ts shared by each guest after every episode. So if you want to get these condensed and useful tips for and from successful entrepreneurs with a sustainable mission, just go to my website, gtimpact.com, or find the link in the description of this episode and sign up for the newsletter. Claire, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Très bien, et toi? Ravie d'être ici avec toi. Merci beaucoup. Je suis très content aussi. Donc, dis-moi, tu es une des 2 cofondatrices de Dream Act. Peux-tu m'expliquer en quelques mots ce que fait Dream Act? Oui, alors Dream Act, c'est la place du consommateur responsable, comme tu l'as très bien expliqué. C'est un espace en ligne sur lequel on vend des produits éthiques et écologiques aux particuliers comme aux entreprises. Pour les particuliers, c'est une marketplace, donc on a toutes sortes de produits qui répondent à nos besoins du quotidien, donc de la mode responsable, des cosmétiques, des produits pour la maison, du zéro déchet, des jouets pour enfants. C'est vraiment vaste. En fait, on vend tout sauf de l'alimentaire. Pour les entreprises, on propose les produits de nos marques engagées de façon à créer des cadeaux d'affaires responsables, donc avec des logos d'entreprise. Voilà, c'est des produits qui ont un marquage aux couleurs de l'entreprise et qui sont éco-conçus. Très bien, très bien. Et quelle est la mission en fait derrière ça? Parce que j'ai cru comprendre que justement, quand tu dis que tu rêves d'une société où l'éco-responsabilité est la norme et non l'exception, quelle est la mission de Dream Act et en quoi est-ce que cette mission est différente peut-être de la tienne? Ou est-ce qu'elle est exactement la même?
Notre mission chez DreamAct, c'est de démocratiser la consommation responsable. Quand on l'a énoncé comme tel il y a 4 ans, quand on a créé DreamAct, c'était assez novateur. Aujourd'hui, tout le monde dit ça. Tout le monde dit vouloir changer les modes de consommation, même les grands de la grande distrib. Nous, c'est vraiment le cœur de la raison pour laquelle on a créé la société. On est convaincus qu'aujourd'hui, les citoyens ont le pouvoir de changer le monde qui les entoure par leur choix de consommation. Et notre objectif, c'est de les aider. Et pour les aider, leur apporter à la fois l'offre, leur faire découvrir les produits qui existent et leur apporter un maximum de transparence pour qu'ils aient les moyens de faire la distinction entre ce qui est vraiment responsable et ce qui l'est pas. Pour parler un petit peu maintenant des chiffres, pour situer un peu où vous en êtes, j'ai dit dans l'introduction que vous étiez 19, c'est ce que j'ai vu sur LinkedIn. Combien est-ce que, en termes d'employés à temps plein, combien est-ce que vous êtes exactement pour l'instant? Oui, c'est ça, c'est 19. On est 19 employés à temps plein. Et en termes de revenus ou de nombre de clients, c'est de quelle ordre de grandeur pour l'instant? L'année dernière, on a fait 3 millions de chiffre d'affaires et on est sur une pente pour augmenter encore cette année. Donc juste pour vérifier, vous n'êtes pas une compagnie, une association sans but lucratif, vous êtes une compagnie à profit. C'est ça, on est une entreprise sociale. En France, il y a un statut qui s'appelle le statut ESUS et qui reconnaît l'utilité sociale d'une entreprise. Donc on est une SAS, un statut d'entreprise classique, mais avec ce statut d'entreprise responsable. Est-ce que c'est un peu similaire par exemple aux entreprises B Corp? Typiquement, on est aussi labellisé B Corp. Ce sont des critères qui se regroupent. Et au niveau des levées de fonds, combien est-ce que vous avez fait de levées de fonds et, au total? Et est-ce que vous êtes déjà profitable ou pas? Alors, pour le moment, on a fait 2 levées de fonds. Et oui, on arrive à la profitabilité cette année. Donc, maintenant, ça nous donne un peu une idée un peu plus claire de où vous en êtes. Attardons-nous un peu maintenant sur le début. Ça faisait 4 ans que vous avez créé la compagnie, mais j'ai vu sur LinkedIn que vous avez commencé, je pense, en 2015. Oui, c'est ça. En fait, on a créé les statuts de l'entreprise en novembre 2015. Il y a déjà 6 ans maintenant. Presque 6 ans. Le temps passe vite. Ouais, en fait, un peu plus. C'est vrai que ça passe vite. Donc, comment est-ce que l'histoire démarre? Tu vois, je veux dire, entre le moment où vous avez cette idée, ce projet-là, si on se focalise maintenant entre le moment où vous avez cette idée de dire on va faire quelque chose, parce que tu avais déjà trouvé un emploi après, je veux dire, après que tu aies fini tes études, et le moment où vous avez justement incorporé la compagnie, créé la société de façon officielle. Oui. Alors l'idée de DreamAct est venue en fait quand on finissait nos études. Diane, mon associée, et moi, on était en dernière année d'école de commerce. On avait fait toutes les deux des stages dans des entreprises sociales et des associations à but non lucratif. On était toutes les deux hyper sensibles à l'envie de changer les choses à notre échelle. Et on se rendait compte qu'il y avait quand même une grosse dissonance entre les choix qu'on faisait pour notre métier, où on voulait avoir un métier impact, et notre consommation du quotidien qui n'était pas du tout en accord avec les valeurs qu'on prenait. Et à ce moment-là, on a commencé à se dire, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on creuse en fait, parce que c'est vrai que c'est complètement incohérent de vouloir changer le monde dans son travail, mais dans son quotidien, rien faire du tout. Et donc, on a commencé à chercher des entreprises qui nous permettaient de changer notre mode de consommation. On a découvert qu'il existait pas mal de petites boîtes éparpillées partout en France qui proposaient des alternatives de consommation. Et c'était en effet, il y a 5-6 ans, donc il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et on s'est dit, c'est génial, ces entreprises. On avait rencontré des chefs d'entreprise hyper inspirants. On s'était dit, il faut qu'on les mette en avant, il faut qu'on les fasse connaître. Donc, on avait créé un city guide qui permettait de découvrir des alternatives de consommation responsables près de chez soi. On était en fin d'études. Clairement, il n'y avait aucune idée de business model là-dessus. On avait créé DreamAct vraiment, pour le coup, cette fois en association. C'était une association au départ. Et on s'était dit, on se lance dans notre travail. On continue à du coup créer DreamAct le soir, le week-end pour notre plaisir et puis pour
pour faire découvrir ces initiatives qui nous tiennent à cœur. Et puis ensuite, on verra s'il y a quelque chose à en tirer ou pas, si ça intéresse d'autres personnes que nous. En parallèle de votre boulot. Donc, c'était en parallèle de notre boulot. C'était nos soirs et nos week-ends sur DreamAct. On a fait ça pendant une grosse année. Et au bout d'une année, on s'est rendu compte que d'une part, heureusement, on n'était pas les seuls à s'intéresser à ces sujets. Et d'autre part, il y avait un vrai besoin à la fois du côté des citoyens de découvrir plus d'initiatives près de chez eux. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément des initiatives partout en France. Et nous, on avait aussi du mal à les trouver, ces initiatives. On ne pouvait pas faire le tour de France tout le temps à chaque fois qu'on nous demandait une nouvelle ville. Et d'un autre côté, on se rendait compte que ces petites marques hyper inspirantes qu'on découvrait, elles mettaient parfois la clé sous la porte tout simplement parce qu'elles n'étaient pas assez connues, elles n'avaient pas assez de clients et elles n'avaient pas à s'en sortir alors qu'elles proposaient des alternatives géniales. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on aide cette offre et cette demande finalement à se rencontrer. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de créer un site internet qui sera un site marchand sur lequel les citoyens pourraient acheter les produits de ces marques engagées en prenant forcément le local, ceux qui ont ces entreprises à côté de chez eux, qu'ils aillent en direct les acheter. Mais voilà, ça permettait aussi d'acheter des produits de marques responsables sans forcément que ce soit pile poil en bas de chez soi. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes, quand vous décidez de créer le site web, vous êtes toujours toutes les deux? Oui, on était toutes les deux. On avait mis en place aussi un programme d'ambassadeurs au tout début, lorsque DreamAct était une association. Chacun pouvait devenir ambassadeur dans sa ville, aller découvrir des initiatives responsables et les partager sur le site. C'était complètement collaboratif. À ce moment-là, c'était pas la partie City Guide, c'était déjà la partie du site e-commerce. Vous aviez mis en place des ambassadeurs qui vous aidaient à trouver les petits commerces pour les rajouter sur votre plateforme marchande. En fait, c'est quelque chose qu'on avait mis en place au moment du City Guide, qui a un peu continué lorsqu'on a développé la plateforme marchande, qui a fini par s'estomper aussi parce que nous, on n'avait pas forcément le temps de bien animer cette communauté. Et puis parce que ça devenait un métier sur lequel on avait besoin d'une personne à temps plein. Et donc, on a changé un peu de modèle là-dessus. Et comment est-ce que vous y êtes prise pour développer le site web au début? Qui est-ce qui s'en est chargé? Est-ce que vous avez utilisé des freelancers pour ça? Alors, on a pas mal galéré. On a fait un WordPress avec un thème WordPress un peu moche. On a eu un freelance qui nous avait créé un premier logo et qui nous avait aidé à faire quelques ajustements sur le site. Mais au début, c'était vraiment tout en bricolage, quoi. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit qu'il fallait professionnaliser ce métier-là parce que c'était quand même le cœur de notre métier. Enfin, c'est notre usine à nous, quoi. Donc, à ce moment-là, on a rencontré une équipe de développeurs vraiment géniale avec qui on travaille toujours aujourd'hui et qui nous aide sur toute la partie techno. Et donc, cette partie-là, où est-ce que ça se situe au niveau de la chronologie? Quand vous créez votre site web, est-ce que vous avez quitté votre boulot déjà? À quel moment est-ce que vous quittez votre boulot en fait? En fait, on avait créé un premier site web qui était le City Guide DreamAct. On a quitté notre boulot au moment où on a créé un premier site marchand qui était encore fait en bricolage. Et c'est que un an et demi plus tard qu'on a eu les moyens de payer des développeurs pour avoir une vraie plateforme bien construite et qui soit un peu plus pro. Donc, vous quittez votre boulot, vous commencez par un City Guide, vous faites ça vos soirées, vos week-ends, vous créez votre communauté d'ambassadeurs, vous vous rendez compte que vous avez le besoin et la demande pour faire un site web, vous créez votre plateforme web, vous faites ça en bricolage, vous deux, à ce moment-là, et vous avez déjà, à ce moment-là, assez de revenus pour pouvoir dire « je quitte mon boulot » ou est-ce que vous avez fait une levée de fonds, ou est-ce que vous avez bénéficié de bourse à l'époque pour pouvoir quitter votre boulot? On a eu 0 revenu quand on a quitté notre boulot. Donc, on avait juste un peu d'argent de côté et des parents et des copains très sympas qui nous ont beaucoup épaulés pendant 1 an et demi.
Et ensuite, on a levé des fonds et c'est qu'à ce moment-là qu'on a pu se rémunérer. Mais oui, au début, on a eu la chance d'être bien accompagnés par notre entourage. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'e-commerce, vous avez l'avantage que, entre guillemets, la seule chose que vous aviez à payer, c'était vous-même. Vous n'aviez pas beaucoup de frais. Et puis alors, donc vous quittez votre boulot, vous avez votre plateforme un peu, je vais dire, maison, bricolée, et un peu après, vous rencontrez cette équipe de développeurs qui vous aide à professionnaliser les sites web. C'est qui, je veux dire, c'est quoi la première personne que vous engagez, que vous engagez pour votre boulot? Alors, Enfin, pour votre entreprise, pardon. Les premières personnes qu'on a engagées dans l'entreprise, c'est une personne pour s'occuper de la communication. Donc, rédiger des articles de contenu et faire connaître DreamAct. Et en même temps, une personne pour s'occuper de développer l'offre. Donc, aller chercher des nouvelles marques engagées à faire découvrir aux citoyens. Donc, communication et business development dans ce cas-là. Si on revient juste 2 secondes avant cette phase-là qui commence avec les premiers employés, avant que vous ayez les premiers employés, ça a été quoi pour vous le plus difficile? Je pense que le plus difficile, c'était de ne pas s'éparpiller. En fait, on n'avait pas de temps puisqu'on devait faire tous les métiers à deux. Et en même temps, on avait tout le temps plein d'idées. Dès qu'on était sollicité par qui que ce soit, bah, on y allait. Et typiquement, on a passé des week-ends entiers à faire des marchés de Noël qui nous permettaient de rencontrer les consommateurs. Donc, c'est très bien. Mais en fait, on perdait un temps fou à pas se focaliser sur notre cœur de business qui n'était pas du tout de faire de la vente en marché de Noël, mais qui était vraiment ce site internet et de développer nos ventes sur ce site. Donc voilà, je pense que la première difficulté, ça a été d'arrêter de s'éparpiller, de savoir dire non et de se concentrer sur le développement de la société avec les axes prioritaires. Super conseil, ça. Et ça, vous en êtes rendu compte de vous-même, j'imagine. C'est à un moment donné où vous vous êtes rendu compte, où est-ce que vous avez utilisé des outils pour vous rendre compte de comment vous gériez votre temps. C'est quoi, ça a été quoi le déclic pour vous dire, bon, maintenant, il faut qu'on change? En fait, on s'en rendait compte un peu de nous-mêmes. Mais c'est vrai que c'était aussi des trucs qui étaient agréables, quoi. On aimait bien rencontrer tous ces partenaires, aller à la rencontre des clients. En fait, au fond, nous, on le savait. C'est juste qu'à un moment, on s'est dit, bon, stop, là, on peut pas faire tout. On est deux, donc on se concentre et on dit non, quoi. Ok, et donc maintenant, si on avance un peu, donc vous êtes quelques années plus tard avec le site web qui a bien avancé, en travaillant avec votre équipe de développeurs, avec qui vous travaillez toujours. Donc pour l'instant, vous travaillez toujours avec une agence pour, je veux dire, tout ce qui est l'implémentation de votre site web. Oui. Ok, vous n'avez pas encore d'équipe technique à ce moment-là. C'est quoi, maintenant, si vous prenez votre équipe pour l'instant, les 19 personnes, sans détailler chaque rôle, mais en gros, c'est quoi les profils des personnes, plus ou moins en proportion? Alors, on a une équipe offre, toujours. Une partie communication et acquisition de trafic. Une partie conversion sur le site. Donc, tout ce qui est merchandising, amélioration de l'expérience utilisateur. Une partie service après-vente. Et des commerciaux pour répondre aux besoins des entreprises. Oui, parce que ça, c'est justement quelque chose sur lequel je voulais m'attarder, en espérant que j'ai pas mal décrit ça dans l'introduction. Comment est-ce que vous avez résolu le problème de la poule et de l'œuf au début, sachant que les plateformes d'e-commerce, par exemple les investisseurs, c'est quelque chose que les investisseurs ou les conseillers en startup disent toujours, ne commencez pas une plateforme de e-commerce, c'est toujours parce que justement c'est hyper difficile à grandir puisque c'est très difficile, enfin au début vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas de produits, parce que les produits, ben, c'est difficile d'attirer les marques parce qu'elles vous disent, ah ben vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de trafic. Et si vous n'avez pas de marque, c'est aussi difficile d'attirer du trafic. Donc, entre guillemets, comment est-ce que vous avez fait pour attirer à la fois, ou pour, entre guillemets, quelle était votre stratégie pour pouvoir développer, attirer des marques et en même temps attirer des clients sur votre site? Parce que je vois que dans les marques, tu me parles de petites boîtes, mais je vois que vous avez des marques comme Patagonia, par exemple, sur votre site web. Alors, on a Patagonia maintenant mais, sur quelques références, mais au début, on n'avait vraiment que des petites marques. Pour répondre à cette question de la poule et de l'œuf, on a commencé par se fixer un objectif de 30 marques sur le site avant d'ouvrir la plateforme au public.
Et ces 30 marques, pour aller les chercher, on leur a dit un truc très simple. On leur a dit, il n'y aura pas d'abonnement pour être en ligne sur la plateforme, vous n'avez aucun frais fixe. Et en plus, on s'occupe d'ajouter nous-mêmes tous vos produits à votre place. Donc, on a passé, pareil, des journées, des soirs, des week-ends à ajouter les produits de ces 30 marques à la main, de façon à ce qu'elles aient tout intérêt à intégrer notre site, en fait. Ça leur prenait aucun temps. Au pire, ça leur faisait de la visibilité. Au mieux, ça leur faisait des ventes. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on a quand même dit aux marques qu'il fallait qu'elles ajoutent leurs produits elles-mêmes. Très bien. Et alors, dans la discussion qu'on avait eue avant cette interview, tu m'avais dit que ce qui avait duré pas mal chez vous, c'était de trouver le bon business model. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu voulais dire par là, par quelle étape vous êtes passé? Oui. Alors, au départ, on n'avait pas de business model. DreamAct, c'était une association à but non lucratif avec ce City Guide. On a eu des premières pistes de business model en discutant avec nos clients et avec nos marques partenaires. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il faut créer une plateforme pour que les citoyens aient accès à l'offre de ces entreprises responsables. Et puis, c'était une bonne première brique de business model, mais c'est vrai qu'il faut devenir quand même assez gros pour pouvoir devenir rentable sur une partie marketplace. Et à ce moment-là, on a continué à écouter les besoins autour de nous et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'entreprises qui venaient nous voir en nous disant moi aussi j'aimerais bien acheter des produits responsables. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? On se rendait compte qu'on avait pas mal de marques qui en fait étaient trop petites pour être capables de répondre aux besoins des entreprises. Et donc à ce moment-là, on a aussi structuré une offre qui pouvait répondre aux besoins des entreprises, avec des structures qui sont plus grosses, plus habituées à répondre à des besoins de produits en plus grosse quantité, mais qui ont exactement les mêmes critères de responsabilité sociale et environnementale que nos petites boîtes artisanales. Et donc, à ce moment-là, on a développé une deuxième brique d'activité qui est notre brique B2B. Et aujourd'hui, on fonctionne vraiment sur ces deux jambes. On a le B2C, du coup, qui est une marketplace, qui a un business model qui est très scalable, avec à côté le B2B qui a besoin du coup d'avoir des commerciaux qui vont chercher les clients entreprises pour faire entrer du business, donc un peu moins scalable, mais en fait qui répond exactement à la même mission de démocratiser la consommation responsable et qui permet aussi de se rentabiliser plus vite. J'ai regardé un peu votre site web B2B. C'est aussi sympa, je trouve, qu'on puisse y accéder. Parce que souvent, il y a beaucoup de plateformes qui en B2B demandent d'office d'avoir un accès pour pouvoir pouvoir le voir. Ici, j'ai vu des produits sympas, par exemple, comme une box écolo, donc même au bureau, où c'est en gros une housse pour ordinateur, une gourde, donc en fait le genre de welcome pack pour des nouveaux employés, des sachets de filtres à thé réutilisables. Comment est-ce que les entreprises sont venues vers toi? Comment est-ce que vous avez vu ça au début? Parce que tu dis, on a répondu à un besoin, mais vous étiez en B2C. Qu'est-ce qui a fait que les entreprises sont venues vers vous? Ou est-ce que vous êtes allé vers les entreprises pour se rendre compte de ça? Non, au début, c'est vraiment quelques entreprises qui sont venues vers nous et on s'est dit c'est intéressant, il faut creuser ce sujet. À ce moment-là, on a rencontré aussi une personne qui est devenue notre directrice commerciale B2B, qui avait énormément d'expérience dans l'objet publicitaire et qui nous a aidé à développer cette offre, à aller chercher les entreprises et à confirmer que ce besoin de quelques boîtes qui étaient venues à nous, en fait, était un besoin beaucoup plus global. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu développer toute cette offre. C'est quelle proportion, on va dire, en termes de revenus B2C par rapport à B2B? C'est à peu près 50-50 aujourd'hui. Ok, donc c'est vraiment une grosse proportion aussi. Et donc c'était ça la partie dont tu voulais dire au niveau du business model, ce que vous avez adapté, est-ce qu'il vous a fallu trop de temps de trouver le B2B? C'est venu il y a à peu près 2 ans, c'est ça que vous avez dit? C'est ça. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est passer en revue donc la liste de conseils que tu m'as très gentiment envoyée, que tu as préparée pour nos auditeurs, donc où on avait discuté ensemble de tes conseils sur le thème de comment développer une plateforme de vente de produits éco-responsables et en particulier comment sensibiliser ses consommateurs. Le premier conseil que tu m'as donné, c'est soyez transparent pour vos produits. Donc, il faut changer le point de vue des consommateurs à propos du concept éco-friendly ou éco-responsable.
Et tu m'as expliqué, tu m'as dit que vous aviez en fait un procédé particulier de sélection de vos produits. Est-ce que tu peux un peu me détailler comment est-ce que vous faites pour changer le point de vue des consommateurs à propos des produits éco-responsables avec ce procédé particulier? Oui. Alors en effet, la transparence, c'est pour nous un facteur clé de succès pour changer la vision de l'éco-responsabilité par les citoyens. Aujourd'hui, tout le monde parle d'éco-responsabilité et en fait, ça devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Nous, on est convaincus que pour que les citoyens soient capables de le faire, il faut leur apporter bien plus qu'un label qui dit éco-friendly, mais une vraie explication en fait de tout le processus de production. Et donc nous, dès le départ, même dès la création du City Guide, la première chose qu'on a fait, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on sélectionne les marques qu'on met en avant, comment est-ce qu'on définit quels sont nos critères d'impact. Et à ce moment-là, on a mis en place un processus de sélection assez strict qui continue de se développer du coup avec l'entreprise. Mais notre processus de sélection, c'est d'abord d'avoir un comité éthique indépendant qui nous aide à définir les questions qu'on va poser aux marques. Ce comité éthique indépendant, il est constitué d'experts de la consommation responsable de chacun de nos domaines d'activité et il va nous aider à nous challenger sur les questions qu'on pose aux marques. Ça, c'est la base de notre process. Une fois qu'on a été assez au clair sur les questions qui étaient importantes pour comprendre tout le processus de production, ce qu'on fait, c'est que pour chaque marque qui souhaite entrer sur DreamAct, on va lui poser des questions sur tout son processus de production en fait. D'où vient la matière première, qui l'a fait, dans quel pays, ensuite où est-ce que le produit est transporté, où est-ce qu'il est terminé, etc. Quelle est la logistique. Enfin, vraiment, chaque étape, on va poser des questions dessus. On veut pas forcément des marques qui sont parfaites de A à Z. Par contre, on veut faire entrer uniquement des marques qui sont capables de répondre à un maximum de questions. Quand elles ne le sont pas, par exemple, dans tout ce qui est textile, c'est vrai que les petites marques artisanales qui créent de la mode responsable vont pas forcément être capables de dire qui est la personne dans son champ de coton qui a créé le coton. À ce moment-là, on va s'appuyer sur des labels, par exemple le label GOTS, qui est un label de référence sur le coton bio, et une marque qui n'a pas été capable d'avoir une vision 100% transparente, mais qui par contre est allée chercher des solutions alternatives, comme avoir un bon label de confiance pour choisir ses produits. On va partir du principe que c'est une marque qui est tout aussi engagée que nous et qui veut être dans cette démarche de faire mieux. Donc, on commence par poser par ce questionnaire. Si on est convaincu par les réponses aux questions lors de ce premier entretien, on va ensuite demander à la marque de répondre par écrit à toutes les questions qu'on lui a posées sur le mode de fabrication. Ensuite, on fait passer un comité de sélection interne qui permet de valider que la marque répond bien aux critères d'impact, mais aussi à des critères de positionnement qui sont en accord avec DreamAct. Typiquement, tout ce qui est produits de luxe, pour le moment, on n'a pas forcément voulu les intégrer à DreamAct, tout simplement parce que ça ne rentrait pas forcément dans notre vision de démocratiser la consommation responsable. Ça a créé même plutôt le cliché que c'est cher d'acheter des responsables. Et on n'avait pas envie de montrer cette vision-là. Donc voilà, il y a ce comité qui permet de montrer qu'on est bien positionné. Ce comité éthique indépendant, je trouve que c'est une fantastique idée. Comment est-ce que vous l'avez mis en place? Est-ce que c'est un comité qui fait partie de DreamAct? S'il est, je veux dire, quand tu dis indépendant, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé avec des freelances que vous employez et qui font ça sur le côté? Comment est-ce que vous avez mis ça en place? En fait, dans notre comité indépendant, il y a des experts de leur métier qui ne sont pas employés de DreamAct, qui font partie de ce comité de façon bénévole
et qui nous aide à créer les questions qu'on va poser aux marques. Et ensuite, quand on se pose une question, par exemple, il y a une nouvelle matière qui arrive, on ne sait pas quoi en penser. Là, on va leur envoyer un message ou en leur disant qu'est-ce que tu en penses et ils vont être capables de nous aider à répondre à ces questions-là. Et ce comité, on le réunit tous les trimestres pour poser des questions de fond et qui nous aident à adapter notre questionnaire au fur et à mesure. Mais la sélection au quotidien, c'est vraiment notre équipe qui l'a fait en se basant sur les recommandations du comité. J'ai une question par rapport, donc ici vous sélectionnez les produits et les marques. Quand vous faites votre tri, c'est quoi le pourcentage de marques que vous acceptez par rapport à, je veux dire, aux marques qui voudraient bien être sur votre plateforme? On a assez peu de marques qui ne sont pas responsables et qui viennent vers nous. Ça arrive vraiment rarement. Je dirais que presque 80% des marques qu'on accepte. Maintenant, comment ça se passe pour trouver les marques? Vous allez vers elles et vous avez quelqu'un chez vous qui s'occupe de ça? Oui, on a quelqu'un chez nous qui s'occupe de ça à temps plein. Et puis, on a aussi beaucoup de marques qui viennent d'elles-mêmes et nous contactent pour entrer sur la plateforme. Si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent trouver des marques responsables, c'est quoi, je veux dire, la façon la plus facile dont vous y prenez pour trouver des marques responsables? Alors, une des façons vraiment faciles, c'est l'algorithme de Facebook et Instagram, qui, au bout d'un moment, a très bien ciblé ce qu'on cherchait et en fait, nous permet de découvrir des nouvelles marques tout le temps. Enfin, c'est tout bête, mais en fait, Facebook et Instagram font ce travail pour nous à partir du moment où ils ont compris qu'on était intéressés par les marques responsables. Explique-moi un peu comment tu fais ça. Donc, au niveau de vos publicités ciblées, je comprends ça pour trouver, en guillemets, les consommateurs qui sont intéressés par les marques responsables. Si tu laisses faire ça à Facebook et Instagram, comment est-ce que ça se passe au niveau pour vous, trouver des marques responsables? Pour nous trouver des marques responsables, typiquement, moi, j'en cherche souvent sur les réseaux sociaux. Et Facebook et Instagram ont compris que c'était un sujet qui m'intéressait et donc je ne vois plus que ça sur mes réseaux. Ok, ouais, sur tes suggestions, donc t'es pas comme moi qui justement fait pas attention à toutes les publicités qui arrivent sur le côté. Ici, toi, tu regardes les publicités sur le côté pour justement voir les suggestions et c'est comme ça que tu découvres, en guillemets, que Facebook fait le boulot qu'un business developer pourrait faire pour toi. C'est ça. Et ensuite, on regarde pas mal toutes les plateformes de crowdfunding sur lesquelles les marques se lancent. Et en général, il y a beaucoup de pépites dessus. Quand vous avez commencé, vous avez la possibilité enfin, vous avez plein de produits différents. Et si tu regardes n'importe quel coach en startup ou investisseur vous dira, sélectionnez-en un ou deux thèmes et focalisez-vous là-dessus. Mais ici, vous avez vraiment une très très grande variété. Donc, comment est-ce que vous avez fait pour avoir cette grande variété? Est-ce que vous êtes parti au départ sur la grande variété, vous êtes resté comme ça, point, ou est-ce que vous avez sélectionné une ou deux catégories et puis vous avez commencé à les étoffer par la suite? C'est en effet quelque chose qu'on nous demande souvent. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne pas se focaliser sur une verticale et d'aller chercher de l'offre dans beaucoup de domaines différents? Pour nous, c'était pas pertinent de proposer un site de cosmétiques responsables ou de mode éthique. Tout simplement parce que quand on veut changer son mode de consommation, on a besoin d'un site de référence qui permet de changer tout son mode de consommation et pas juste une verticale. Donc pour nous, c'était vraiment important de ne pas s'arrêter à juste une verticale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini les verticales sur lesquelles on avait vraiment du mal à trouver des produits responsables. Nous, en tant que particuliers, on a décidé que ce seraient les verticales sur lesquelles nous, on allait travailler. Et à partir de là, on a décidé de les creuser les unes après les autres. Donc, par exemple, au début, on a fait un gros travail de recherche de produits zéro déchet. Une fois qu'on a senti que l'offre était assez consistante, on s'est dit, OK, maintenant, c'est la mode éthique sur laquelle on va se focaliser. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à faire grossir l'offre au fur et à mesure sur une verticale puis l'autre, en sachant que on a toujours eu par exemple une catégorie d'éco sur laquelle jusqu'à cette année on n'avait pas forcément mis tous nos moyens pour aller chercher plus de déco responsables et pour autant on trouvait des marques et donc on les ajoutait au fur et à mesure. C'est juste que c'est pas là où l'offre était la plus développée. Quand on parle justement de cette partie-là, de la partie marketing, c'est quoi votre pourcentage de commission généralement sur les marques? Parce que j'imagine que c'est votre modèle. C'est 20%.
Et du coup, quand vous avez toute cette catégorie de marques, enfin de produits et ces différentes verticales, j'aurais tendance à penser que vous faites la promotion, j'imagine, de votre plateforme pour des marques qui parfois ne font pas de promotion eux-mêmes. Comment est-ce que vous optimisez votre budget pub entre les différentes verticales? Alors, on s'est rendu compte que plus on avait d'offres sur une verticale et plus la pub fonctionnait bien. Donc, en effet, on a toujours mis davantage de publicité là où on savait que l'offre derrière répondrait aux besoins des clients et donc permettrait de mieux convertir. Et donc, du coup, comment est-ce que vous faites pour avoir... Enfin, si vous vous rendez compte, on va dire que la partie cosmétique, par exemple, il y a beaucoup plus d'offres, donc ça marche mieux, ça convertit mieux, donc vous avez tendance à augmenter le budget de cette partie-là. Mais comment est-ce que vous faites pour développer les parties qui, justement, n'ont pas tellement d'offres au départ? C'est une bonne question. C'est à nous de mettre en place des mécanismes de cross-selling ensuite sur le site. C'est quelque chose sur lequel on continue de travailler aujourd'hui. Comment une personne qui est arrivée pour chercher un type de produit va quand même s'intéresser à d'autres sujets et comment on va les aider à changer leur consommation sur les autres thématiques. Pour ça, déjà, on a un système de newsletter qui permet de découvrir pas juste l'offre par laquelle on est entré, mais aussi le reste de l'offre que propose DreamAct. Et ensuite, on travaille des mécanismes de cross-sell sur le site pour que la personne qui est arrivée par une verticale zéro déchet découvre aussi qu'on a de la mode responsable ou des jouets pour ses enfants. Si tu dois détailler ta stratégie marketing, je veux dire, sans aller dans les détails, je ne sais pas à quel point tu peux y aller, mais quels canaux est-ce que vous utilisez et quels canaux est-ce que vous utilisez d'abord pour aller chercher vos clients? On utilise beaucoup le référencement Google, gratuit. Et le fait d'apporter beaucoup d'informations aux consommateurs nous aide finalement à remonter sur Google. Vous faites ça de façon naturelle, enfin je veux dire, vous avez une stratégie spécifique, vous travaillez avec des personnes qui vous aident pour le référencement naturel, vous avez engagé quelqu'un qui est spécialisé en SEO chez vous. Comment est-ce que vous faites ça? On travaille aujourd'hui avec une agence qui nous aide à améliorer la stratégie de référencement naturel. Et ensuite, on fait les optimisations en interne. Ok. Et ensuite, c'est vraiment classique. On a les réseaux sociaux qui nous aident à aller chercher des clients. On a des partenariats avec des médias, avec des blogueuses qui nous aident à faire connaître DreamAct auprès de leur communauté. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc, vous avez une partie influenceur marketing, vous avez une partie, je veux dire, SEO organique qui est travaillée, contenu, et une partie classique budget sur la publicité Instagram, Facebook. C'est ça. Déjà sur TikTok? Non, pas encore sur TikTok. Au niveau de la publicité, justement, ça a été, enfin, au niveau de tous ces canaux marketing, ça a été quoi le plus difficile jusqu'à maintenant pour vous? Je pense que le plus difficile, ça a vraiment été les réseaux sociaux non payants. Parce qu'on se rend compte que les types de contenus qui fonctionnent changent très vite et que sans mettre de budget de sponsoring, on a parfois de la visibilité qui est très limitée. Donc ouais, c'est le canal le plus challengeant pour nous de continuer à grossir, notamment sur Instagram, sans forcément mettre du budget de sponsoring sur chacun de nos posts. Donc du coup, vous n'avez pas de budget sponsoring pour Instagram ou vous en guillemets, vous n'en avez pas beaucoup? On a du budget publicité, mais on ne fait pas de sponsoring de nos posts. Tu vas faire de la pub ciblée en utilisant certains tu veux dire tu vas faire de la pub de vos produits directement et ici tu différencies ça par rapport au fait de vos posts qui sont des articles de contenu. J'ai vu votre canal Instagram et d'ailleurs le branding est très très bien. Félicitations pour ça, je trouve ça très très frais et très très propre. Donc du coup et c'est ça que tu différencies en fait. Tu parles de la différence entre la publicité, je vais dire la publicité de conversion directe par rapport au sponsoring de vos posts de contenu. C'est ça. Et vous ne faites pas de sponsoring de vos posts de contenu? On en fait très peu. Je prends le cas de la compagnie pour laquelle j'étais CMO avant. C'était une des choses qu'on faisait beaucoup de notre côté, où nous, dans ce cas-là, on faisait beaucoup de contenu d'articles de blog qui étaient intéressants pour les musiciens dans ce cas-là. Et on boostait énormément le contenu pour pouvoir avoir beaucoup de trafic bon marché
sur notre site web et puis on retargetait avec des pubs de conversion. Oui, c'est quelque chose qu'on a pu faire aussi, mais c'est vrai en fait, on limite vraiment les budgets publicité, Facebook, Instagram. On trouve ça un peu dommage de lever des fonds auprès de citoyens pour remplir les caisses de Facebook, Google et Instagram. Et du coup, on essaie au maximum de passer plutôt par d'autres canaux qui sont le référencement Google gratuit, les partenariats, la presse, et on préfère mettre cet argent-là plutôt sur ces canaux-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis beaucoup de budget sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir à entendre de voir des cofondateurs qui sont aussi engagés aussi, c'est très bien. Dernière question avant qu'on passe à tes autres conseils sur la partie conversion, justement. Tu dis que tu as une équipe qui est liée à la conversion sur ton site. Ça a été quoi ton plus gros apprentissage au niveau de la conversion sur votre site web? Nous, on a une problématique particulière sur le site web, c'est que chaque marque ajoute ses fiches produits une fois qu'elle a été sélectionnée par DreamAct. Et on n'a pas forcément exactement le même contenu, les mêmes choses qui sont mises en avant. On a beau donner des conseils aux marques. En fait, on a aussi besoin d'avoir une personne en charge du merchandising qui va retourner sur chaque fiche produit et nous aider et aider ces marques à mieux vendre leurs produits. Et donc, le premier travail de la conversion, c'est d'aider nos marques à rendre leurs fiches produits plus claires, à bien expliquer leurs engagements, parce que parfois elles ont plein d'engagements, mais franchement ça se voit pas et c'est hyper dommage. C'est des choses toutes simples, mais par exemple mettre des guides de taille pour réduire le nombre de retours quand on a des produits géniaux, juste évitons les retours et mettons un maximum d'informations dessus. Enfin voilà, c'est la première brique, c'est comment rendre ces fiches produits plus sexy. Et c'est un énorme travail que notre équipe de merchandising fait. Et ensuite, il y a effectivement un travail d'UX où là, c'est améliorer au fur et à mesure le site pour répondre aux bonnes pratiques du web et avoir un taux de conversion qui est bon parce que les clients trouvent ce qu'ils veulent, quoi. Parfait. Passons au deuxième conseil que tu m'as envoyé. Donc, c'était d'aider vos marques à grandir. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, la première chose qu'on fait pour les aider à grandir, c'est qu'on les aide à vendre. Et donc, pour les aider à vendre, on a mis en place plusieurs choses. D'abord, ce merchandising qui les aide à optimiser leurs fiches produits. C'est des conseils qui leur servent sur notre site, mais qui peuvent leur servir aussi ailleurs, quoi, et notamment sur leur site à elles. Ensuite, on a mis en place un système d'ateliers d'échange de bonnes pratiques où les marques se retrouvent en principe une fois tous les trimestres pour s'échanger des bonnes pratiques sur des thématiques qu'elles nous ont énoncées. Alors ça peut être le web marketing, la communication quand on est responsable, mais aussi le sourcing de produits éco-conçus, c'est le financement de leurs projets. Enfin, c'est vraiment des thématiques qu'elles nous indiquent et sur lesquelles nous, on va organiser des ateliers. Les marques vont pouvoir s'échanger leurs bonnes pratiques et on va aussi inviter des experts de ces sujets-là pour les aider à grandir et à avoir les réponses à ces questions qu'elles se posent. Et notamment pendant le Covid, on avait mis en place alors c'était un atelier d'échange de bonnes pratiques, mais surtout en ligne, quoi, moins en physique, où là c'était notre expert comptable qui apportait des solutions aux marques pour les aider à savoir quelles étaient les aides dont elles pouvaient bénéficier, qu'est-ce qu'il fallait faire pour pas couler quand tu avais des ventes qui chutaient du jour au lendemain. Vous êtes vraiment un vrai partenaire de vos marques, vous les soutenez. C'est ce qu'on veut être, oui. Après, je pense qu'on a toujours des choses à améliorer, mais en tout cas, c'est vraiment notre objectif. Le troisième conseil que tu m'as envoyé, c'est soyez légitime pour développer votre offre en gardant des critères d'engagement stricts des marques. Oui, ça revient un peu à ce qu'on se disait au début. C'est vrai que plus on grandit et plus on a envie de grandir vite. Et parfois, la solution de se dire mais c'est bon, cette marque, elle a l'air écolo, faisons la rentrée, on va pas y perdre des heures. On a envie de se dire oui, allons-y et voilà. Nous, c'est vrai qu'on s'est mis en place un processus qui est hyper long et rigoureux pour intégrer une marque sur le site. Et tant pis si on peut aller plus vite. On part du principe qu'il vaut mieux être un peu lent et même en étant un peu lent, enfin,
aujourd'hui presque 900 marques sur le site, qui est quand même pas mal, mais qu'il valait mieux prendre son temps et être sûr de l'offre qu'on proposait, plutôt que faire des petites bourdes et perdre en légitimité auprès de nos clients. Et après, ça peut arriver, hein, bien sûr, de faire des petites bourdes, d'avoir un trou dans la raquette, mais ça arrive quand même forcément beaucoup moins quand les marques passent par 3 étapes de sélection. Et quand tu parles au niveau de ces marques, j'ai 2 questions qui me viennent. La première question, c'est comment est-ce que tu convaincs les marques de rester avec vous, on va dire, en guillemets, puisque bon, j'imagine que pour les petites marques, il y a l'aide de la partie promotion et je vais dire, le reach que vous pouvez avoir avec votre plateforme les aide beaucoup. Mais pour les marques qui sont un petit peu plus grosses, par exemple, comment est-ce que quel est l'intérêt pour elles de rester avec vous plutôt que de vendre directement par leur propre site web? Alors, on ne les empêche pas de vendre par leur propre site web. Nous, on a un canal de distribution supplémentaire. Je pense qu'elles nous rejoignent aussi parce qu'elles sont engagées sur les mêmes valeurs que nous. Et elles ont envie de dire on a été sélectionné par DreamAct et on est fiers de vendre sur DreamAct. Et c'est aussi cette légitimité qui leur donne envie de rester avec nous. Donc, du coup, c'est de nouveau ici un autre exemple je veux dire, de commencer avec le pourquoi de Simon Sinek qui dit vraiment que votre mission est là derrière et les gens vous rejoignent parce qu'ils savent que chez vous, chez DreamAct, c'est la mission en premier lieu. Et ils ont les mêmes valeurs que vous. Donc, ça répond à ma deuxième question que j'avais, c'est que j'imagine que vous n'avez pas d'exclusivité, alors dans ce cas-là, de clause d'exclusivité avec vos marques, notamment concernant la compétition. Mais tu l'as dit au début de l'épisode, tu as dit qu'il y avait, et on vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de compétitions et de gens qui voulaient faire la même chose que vous. Comment est-ce que vous vous êtes démarqué de la compétition et comment est-ce que vous continuez à vous démarquer de la compétition? J'imagine que le pourquoi ici, les valeurs sont là, mais est-ce qu'il y a autre chose qui fait que vous vous démarquez de la compétition? Aujourd'hui, on a plusieurs sortes de compétitions. On a les gros groupes qui se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est plus possible de vendre sans parler d'éco-responsabilité. Et donc, qui vont faire une collection capsule bio, écolo, mais qui, en fait, ne changent pas fondamentalement leur façon de faire. Et aujourd'hui, ça satisfait pas suffisamment les citoyens. Et surtout, quand ça fait 50 ans que tu produis n'importe comment ta petite collection capsule, t'as aucune légitimité en fait sur la consommation responsable. Et donc, les citoyens sont pas non plus dupes. Ça répond pas complètement à leurs besoins. Nous, on trouve ça très bien qu'il y ait plus de marques qui changent qui se sentent obligées de se mettre à se poser ces questions-là. Mais en fait, ça répond pas complètement aux besoins des citoyens. Et ensuite, on a d'autres types de concurrents qui sont plutôt sur une verticale, donc une verticale mode éthique, une verticale zéro déchet, une verticale cosmétique bio, qui sont des acteurs engagés aussi, mais qui ne proposent pas forcément toute l'offre que nous on propose. Et c'est justement le fait de se dire, DreamAct, c'est le lieu sur lequel on va trouver toutes les réponses à nos besoins du quotidien qui nous permet de nous démarquer. Votre plateforme est vraiment complète aussi dans le sens où hier j'ai fait un peu de shopping, j'ai voulu faire un peu de shopping éco-responsable en ligne aussi et donc j'avais cherché notamment sur Avocado Store, des plateformes comme ça et j'ai essayé de trouver je veux dire, un pull pour moi qui était, je me suis rendu compte à quel point c'était cher en fait sur Avocado Store, en tout cas pour trouver des trucs que j'aimais bien. Et sur votre plateforme, j'ai directement trouvé des choses que j'aimais bien, qui étaient, je veux dire, à un prix tout à fait honnête. Donc, félicitations pour ça. La question que j'avais ici, c'est justement, comme je suis basé à Berlin, en Allemagne, je me suis rendu compte que les frais de port étaient évidemment gratuits pour certains produits ou bon marché pour la France, et par contre, n'étaient pas donnés pour, je vais dire, l'Union européenne. C'est quoi votre politique ou d'expansion ou votre stratégie d'expansion pour l'instant? Est-ce que vous allez rester juste sur la France avec je veux dire, la possibilité d'envoi autre part ou, voilà. C'est quoi votre stratégie d'internationalisation s'il y en a une? Alors, on aimerait bien en effet aller s'étendre en Europe.
C'est quelque chose qui nous est cher, d'autant plus qu'aujourd'hui, alors il y a de la production made in France, mais la plupart de la production responsable vient en fait d'un peu partout en Europe. Et donc, c'est complètement pertinent de proposer à toute l'Europe d'acheter des produits européens bien faits, quoi. C'est vrai qu'il y a le problème des frais de port qui pose problème, mais en fait qui pose même problème en France, parce qu'aujourd'hui on a mis en place une politique de frais de port offerts sur certains produits en France, qui qui n'est pas qu'on va pas forcément garder tout le temps, parce que tout simplement ça valorise pas le travail des livreurs, des logisticiens. Et à un moment il faut aussi dire que bah c'est un travail à temps plein et aussi ils ont besoin d'être payés. Et il n'y a pas forcément de raison de fermer les yeux sur ce service-là, et forcément, ça a un coût. Donc c'est vrai que les frais de port, on est bien conscient que c'est un frein. Notre prochaine stratégie de communication va être justement autour de ce sujet des frais de port pour sensibiliser les citoyens à l'importance de les payer et puis d'accepter que c'est un service qu'on nous rend de nous envoyer un produit devant chez nous. Euh, et du coup, la stratégie, c'est avant tout de devenir un acteur encore plus grand en France avant de s'internationaliser et de s'européaniser. Ça donne le parfait, la transition parfaite pour le dernier conseil que tu avais envoyé, qui était de sensibiliser vos consommateurs, justement. Donc, comment est-ce que vous faites pour sensibiliser vos consommateurs? Alors, sensibiliser nos consommateurs, en effet, c'est un sujet clé pour nous. C'est comme ça qu'on a lancé DreamAct et on veut toujours continuer à le faire parce qu'on est convaincu qu'il n'y aura pas de changement de consommation sans que le consommateur ait justement les moyens de s'informer et de faire des choix en toute conscience. Donc pour ça, on a mis en place plusieurs briques. Déjà, on mixe un contenu très facile d'accès, très lisible en 2 minutes sur Instagram. Bah, justement, si vous allez sur notre page, vous allez voir que on essaye de sensibiliser de façon très, très rapide, très simple à des sujets de consommation sur comment choisir des produits de mode éthique, quels sont les enjeux derrière le coton bio, pourquoi choisir de réduire ses déchets, etc. Ça, c'est du contenu qui se lit très vite. Si une personne a envie de creuser ces sujets, derrière, nous, on a des articles qui sont beaucoup plus complets, qui reprennent des analyses scientifiques et qui permettent d'avoir accès à un maximum d'informations pour changer son mode de consommation. Et ensuite, notre deuxième sujet, c'est de déconstruire les idées préconçues sur la consommation responsable. Et notamment, ces idées préconçues, c'est souvent c'est trop cher, ça n'existe pas de façon vraiment responsable, on ne sait pas ce qui est responsable et ce qui ne l'est pas. Et pour consommer responsable, il faut forcément se priver ou faire des sacrifices. Et notre travail, c'est de déconstruire un par un ces mythes autour de ces changements de consommation qui en fait sont complètement faux. Enfin, par exemple, sur le fait que c'est cher de consommer responsable, en fait, c'est pas vrai. On se rend compte que aujourd'hui, typiquement dans la mode, le panier moyen dans la mode a augmenté au cours des 20 dernières années, tout simplement parce que quand on achète un vêtement qui est pas à peine porté une dizaine de fois, on en achète beaucoup plus et donc on finit par acheter 10 t-shirts à 10 euros vs un t-shirt qu'on va garder longtemps et qui coûte 35 euros. En fait, on augmente ses dépenses en achetant du pas responsable. Et se mettre dans une logique d'acheter moins mais mieux des produits qu'on est fier de porter longtemps et dont on va moins se lasser, c'est la meilleure façon de changer de réduire ses achats et de réduire ses coûts. Après, forcément, il y a aussi des produits qui sont plus chers au premier achat en consommation responsable. Et là-dessus, c'est important aussi de se rendre compte que on peut faire des économies, notamment tout ce qui est produits électroniques. Enfin, c'est tout bête, mais acheter du reconditionné, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter de la nouveauté. Et c'est bien plus responsable. De même, sur tout ce qui est produits ménagers, c'est beaucoup moins cher d'acheter les ingrédients et de faire sa lessive soi-même
que de racheter du produit déjà tout fait tous les 4 matins. Typiquement, moi, j'ai une lessive que j'ai achetée il y a 3 ans sur DreamHack, j'ai toujours pas fini. Enfin, c'est sans commune mesure les économies d'échelle qu'on fait quand on achète responsable finalement. Et ça, c'est important de le rabâcher, de le montrer, de le prouver pour casser ces clichés. Ensuite, souvent on a du mal à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans le responsable. Pour ça, ça revient à toute notre démarche de demander un maximum de transparence aux marques, de le retranscrire sur les fiches produits. Nous, on organise aussi des conférences qui s'appellent les vrais du faux de la conso, dans lesquelles on va prendre un sujet de consommation, par exemple les bioplastiques, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. On fait intervenir des experts et on essaye de proposer des informations le plus vraies possible autour de ces sujets-là pour que les citoyens aient l'info et soient capables de faire leur choix par eux-mêmes. C'est des conférences gratuites que vous organisez comme ça? Oui, c'est des conférences gratuites. On les organise tous les 2 mois à peu près. Waouh, en ligne pour l'instant, j'imagine? Oui, on en a fait. On avait commencé ce programme une semaine avant le Covid, donc on en a fait une pas en ligne et puis les autres en ligne. Est-ce que ça a été quoi le retour pour vous, je veux dire, en dehors de déconstruire ces idées préconçues? Est-ce que est-ce que vous avez vu un effet sur vos ventes, un effet sur votre trafic de ces événements? En fait, on a toujours fait ce travail de déconstruction des clichés, donc c'est difficile de savoir de savoir si une action plus que l'autre a fait de l'effet. On se rend compte que chaque action qu'on met en place va effectivement chercher une communauté de citoyens qui sont sensibles à ces sujets, les permet de se sensibiliser et aussi de s'attacher forcément à la marque DreamHack, puisqu'ils se rendent compte qu'on a un intermédiaire de confiance sur ces sujets-là. Et comment est-ce que ça se passe? Je pense aux gens qui veulent justement... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que j'admire les marques et les compagnies comme toi qui justement comprennent l'importance de sensibiliser, d'éduquer ces consommateurs parce que je pense que même quand t'as pas, comme tu le dis, même quand tu n'as pas un retour direct sur investissement que tu peux mesurer après un événement, au final, quand tu continues à faire ça, je suis persuadé que le retour est là et sur le long terme. Et ça, je veux dire, ça se voit avec le succès de votre compagnie pour l'instant. La question que je me posais, c'est quand tu fais ces événements, à quel point est-ce que vous essayez, en guillemets, de vendre un peu votre marque ou de vous placer à ce moment-là? Est-ce que, je veux dire, un événement comme ça, est-ce que c'est quelque chose où, en guillemets, c'est juste un peu, vous comptez avoir le logo là-bas organisé par DreamHack, tu fais un petit speech d'entrée et puis voilà, c'est fini? Ou est-ce que vous donnez un coupon pour... est-ce que vous mettez en vente, vous mettez en avant un coupon pour venir sur votre plateforme après? Est-ce que vous t'as essayé des choses différentes là-dessus qui ont, je veux dire, en te rendant compte que certaines marchaient, certaines ne marchent pas? Alors encore une fois, c'est des événements qu'on a beaucoup organisés en ligne, donc les coupons, etc. C'est pas tellement fait. Non, la première conférence qu'on avait organisée, c'est vrai que il y avait des petits flyers DreamHack à l'entrée, donc sur du papier à planter. Donc ceux qui voulaient pouvaient repartir avec leur petit flyer DreamHack. C'était aussi un cadeau de bienvenue, quoi. Mais après, non, c'est vraiment des conférences. Alors forcément, on explique notre démarche. Donc on introduit le sujet. En expliquant pourquoi on organise ça, pourquoi pour DreamHack c'est important de sensibiliser les consommateurs. Mais l'idée c'est pas de faire une conférence pub qui rabâche nos produits, quoi. Ok, très bien. Mais donc vous, de nouveau, vous incitez sur le fait de pourquoi c'est important pour vous, et donc vous incitez sur votre mission ici, ce qui je pense est le plus intelligent. Très bien. Donc en fait ça clôture en fait les conseils que tu m'avais envoyés. J'avais une question encore de niveau un peu marketing, justement, par rapport à votre B2B. J'ai vu que vous étiez aussi pas mal actif sur LinkedIn, ce qui est normal en B2B. Est-ce que vous avez quelles sont les expérimentations que vous avez faites avec LinkedIn pour l'instant? Qu'est-ce qui marche? Quelle est votre stratégie pour LinkedIn sur le B2B pour l'instant? On utilise beaucoup LinkedIn pour faire du branding, pour expliquer ce qui se passe dans l'entreprise, pour
pour personnifier un peu les personnes qui font partie de l'entreprise. On l'utilise aussi un peu pour parler de notre offre et de nos produits. Mais on se rend compte que ce qui plaît le plus, c'est le branding, en fait, sur LinkedIn. Le branding veut dire, dans ce cas-là, c'est votre histoire un peu, et ce que les gens pensent de vous, ce que les gens se rappellent de vous, entre guillemets, quand vous n'êtes pas là. C'est ça. Parfait, merci beaucoup pour ces conseils. On va passer aux dernières questions, les questions habituelles. La première d'entre elles étant, quel est le meilleur conseil que tu as reçu en tant qu'entrepreneur? Je pense qu'un des vraiment très bons conseils que j'ai reçus, c'est de pas trop écouter les avis. Parce que quand tu crées ta boîte, tout le monde a un avis sur ce que tu devrais faire ou pas faire. Mais c'est toi qui connais le mieux, en fait, ton sujet. Donc, c'est important de s'écouter. Et plutôt que les avis, il faut aller chercher des données chiffrées qui souvent sont bien plus pertinentes et vont conforter ou non une idée préconçue qu'on peut avoir. Tu as un exemple pour ça? Typiquement, le fait de pas se focaliser sur une verticale, mais de proposer un site avec une offre globale. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup reproché au début en nous disant faut pas s'éparpiller. Mettez-vous que sur une verticale. Puis on avait d'autres retours de cloche de d'autres côtés qui nous disaient ah non mais c'est vraiment génial d'avoir plusieurs verticales, faut garder ça. On en avait d'autres qui nous disaient et pourquoi vous mettriez pas aussi sur le seconde main et l'électronique. Enfin, on avait tout en fait comme son de cloche et à un moment il faut prendre une décision et cette décision on l'a prise avec des données chiffrées de nos clients. De ce qu'ils recherchaient en leur demandant leur avis et puis avec notre vision et notre connaissance aussi du marché. C'est quoi votre étape pour trouver ces données justement? Parce que comme tu dis, pour prendre la décision, pour aller un cran plus loin sur l'explication pour nos auditeurs. C'est un peu d'analyse de données, en effet, de ce qu'ils vont chercher dans la barre de recherche, de nos Google Analytics, etc. Et c'est tout simplement leur envoyer un questionnaire et leur dire qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Ah, ok. Donc tu demandes à tes clients, dans ce cas-là, je veux dire clients, je ne parle pas des marques ici, à tes consommateurs pour voir justement ce qu'ils préféraient, s'ils veulent avoir des électroniques ou de la seconde main ou pas, et vous évaluez les réponses à partir de ce formulaire. C'est ça. Ah, ok. Très, très bonne idée. Quel est le livre que tu recommanderais aux entrepreneurs comme toi de lire? J'avais au tout début de DreamAct, j'avais lu 2 livres que j'avais beaucoup aimés. Un livre du créateur de Ticket for Change, qui engageait à lancer son entreprise responsable. Et un autre livre... Ticket for Change, c'est le titre de celui-là? Alors, non, c'est l'organisateur de Ticket for Change. C'était l'organisateur. Et j'avais lu un autre livre qui m'avait beaucoup inspiré, qui s'appelle 80 hommes pour changer le monde, qui racontait le voyage de 2 amis qui étaient allés à la rencontre d'entrepreneurs sociaux et qui m'avait beaucoup inspiré. Quand on parle justement de podcasts, de blogs, d'influenceurs, de formations, quels seraient ceux ou celles que tu recommanderais de suivre en tant que podcast, blog, formation? Le tien, ton podcast. J'ai pas mal écouté Génération XX aussi pendant un moment. C'est un podcast qui met en avant l'expérience de femmes entrepreneurs. Et après, j'écoute d'autres podcasts, mais qui sont pas forcément en lien avec l'entrepreneuriat. J'écoute pas mal de podcasts féministes en ce moment. Très bien. T'as une recommandation? J'aime bien ce que fait Louis Média, par exemple. Parfait. Donc, je mettrai ces liens Oui. dans le résumé de l'épisode. Comment est-ce que tu t'assures que vos employés soient motivés, qu'ils aiment ce qu'ils font? Déjà, on choisit que des employés qui sont sensibles à nos valeurs. On pense que c'est important parce que si on n'est pas sensible à la consommation responsable, on va avoir du mal à engager toutes nos parties prenantes à l'être. Donc on a la chance d'avoir une équipe qui
qui est sensible au même sujet. Et ensuite, on met en place... en fait, plus l'équipe grandit, plus c'est vrai que c'est difficile d'avoir cette communication où tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Et donc, on a mis en place des réunions hebdomadaires dans lesquelles chacun parle à tour de rôle des sujets qui sont importants, où il y a des brainstorming quand c'est nécessaire sur des sujets. On essaye, même avec le Covid, de garder des moments d'équipe et des moments de vie commune qui sont plus sur Zoom qu'avant, mais de garder ce lien qui fait la force de notre équipe. Très bien. Et la dernière chose, c'est, est-ce que tu peux me dire une chose à propos de toi que je ne serais pas capable de trouver en ligne? Je réfléchis. J'attends un petit bébé pour le mois de juin. C'est pas encore en ligne. Mais merci pour l'information et félicitations pour le mois de juin, donc c'est très bientôt. Donc voilà. Ouais. Et ce sera le premier. Oui. Félicitations. Un petit bébé écolo. Un petit bébé écolo et entrepreneur, de maman entrepreneur. Très bien, sur cette très belle note, je termine toujours sur, je vais dire, te donner l'opportunité de partager ce que tu veux avec les auditeurs. Donc, tu vois, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, quel est votre site web. Je mettrai évidemment tout ça dans les notes de l'épisode. Mais est-ce que tu as un message pour eux? Est-ce que tu vas lever des fonds bientôt? Est-ce que tu recherches des investisseurs? Est-ce que tu recherches des employés? Voilà, c'est ton moment à partager pour nos auditeurs. Ok, alors vous pouvez retrouver DreamAct sur le site dreamact.eu pour les particuliers et dreamact-pro.eu pour les entreprises. Nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, surtout si vous avez envie de vous sensibiliser à la consommation responsable, on donne plein d'infos. Et alors en effet, on est dans une dynamique de levée de fonds en ce moment. Et on cherche des nouveaux employés et notamment des apprentis pour cette année. Donc, si vous êtes intéressés, allez sur notre site et répondez aux offres. Parfait, je ferai passer le message aussi. Claire, je te remercie encore pour ton temps et tes conseils précieux aujourd'hui. Encore tout le meilleur pour à venir, pour dire en famille bientôt et évidemment pour DreamAct aussi. Et je te souhaite une très bonne journée. Merci encore. Merci à toi. If you like this podcast, there are two things you can do that would mean the world to me. The first thing is to sign up for the podcast newsletter. That way you will be notified of the new episodes, but you will also get a summary of the learnings at the end of every season. Plus, for each episode, you will get the resources and the list of do's and don'ts that every guest shares with me. And finally, you will also get the opportunity to ask our future guests one question in advance. You can sign up for this newsletter on gtimpact.com. The second thing you can do to be super helpful is to recommend this podcast. For that, you can write a review on Apple Podcasts and share the podcast with your friends, other entrepreneurs, and people trying to build a sustainable future. That way, we can all learn together and work on a brighter future for us, our children, and our planet. Thank you very much and see you next week for the next episode. Have a nice day.